me présente, c'est notre Covid, un assistant fraîchement diplômé, je tiens à remercier les membres du club Eureka, que je viens de découvrir. Je suis un peu désolé pour ça. Mais en tout cas, je suis impressionné et je vous félicite chaleureusement et vivement pour le travail que vous faites. C'est très bien, c'est très enthousiasmant. Ça apporte beaucoup d'espoir de voir que des jeunes travaillent collectivement pour un avenir meilleur, que ce soit pour les étudiants, pour la médecine, pour la faculté. En tout cas, donc, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que cet événement ne sera pas le premier, ni le dernier d'ailleurs. Et voilà, je vous remercie vivement. Et maintenant, on va attaquer, Inch'Allah, la présentation. Donc, tout d'abord, on va commencer par la radiologie. Alors, comme vous le savez tous, sûrement, la radiologie, c'est une spécialité que vous ignorez totalement. Donc, c'est une spécialité que vous ignorez totalement. Bon, on faisait souvent cette blague auparavant, mais la radiologie, c'est un peu le chapitre qu'on saute à chaque fois quand on arrive au cours. Généralement, on ne pose pas de questions et j'imagine qu'aucun externe d'entre vous ne sait interpréter une radio, ou une faire un scanner ou une IRM. Donc aujourd'hui, on va un peu aborder ce sujet. C'est quoi leur spécialité, quel est son rôle, notre quotidien. Donc on va un peu essayer d'éclairer tout ça et aussi donner les avantages et les inconvénients de la spécialité pour ceux qui auront le choix de la faire. Donc tout d'abord, c'est quoi l'imagerie médicale? On va commencer. Donc l'imagerie médicale représente certainement la spécialité médicale ayant le plus évolué et bénéficié du progrès et de l'avancement technologique des dernières années. Elle regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images sur la base de plusieurs phénomènes physiques tels que l'absorption et l'atténuation des rayons X, la réflexion de l'onde ultrasonore, la résonance magnétique et la radioactivité. Donc, j'ai extrait l'avancement technologique des dernières années, parce que c'est vrai que la radio, c'est une spécialité qui fonctionne beaucoup avec l'informatique et les dernières technologies. Ce qui fait qu'en 30 ou 40 ans, elle a fait un bond exceptionnel. Je ne sais pas, dans les années 80 ou les années 90, sa place n'était pas aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Donc c'est une spécialité qui a vraiment beaucoup évolué. Toutes les spécialités ont évolué, et particulièrement la radiologie. Aujourd'hui, elle joue un rôle central, elle a beaucoup bénéficié de ça. Donc je tenais à mettre le point sur ça. Donc quel est son rôle? Donc, le rôle du médecin radiologue est de produire et d'interpréter des images médicales pour aider les autres professionnels de la santé à établir un diagnostic précis et à planifier des traitements appropriés pour leurs patients. Il peut également utiliser des techniques d'imagerie interventionnelle pour guider les procédures médicales, telles que les biopsies et les traitements d'ablation. Il travaille en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la santé, tels que les médecins généralistes, les spécialistes, les chirurgiens et les oncologues, pour interpréter les résultats des images médicales et élaborer des plans de traitement personnalisés pour les patients. Il joue également un rôle important dans la prévention des maladies en utilisant l'imagerie médicale pour détecter des problèmes de santé à un stade précoce et surveiller les maladies chroniques. Donc, alors, sur ce point, je voulais un peu éclairer cette phrase que j'ai mise. Donc, le médecin radiologue, c'est un médecin un peu à part. Ce n'est pas un clinicien, ce n'est pas un chirurgien, c'est les deux à la fois. Donc, en tant que radiologue, vous aurez rarement des patients qui viennent vers vous directement. En tant que radiologue, vous aurez des patients qu'on va vous adresser. Vous êtes une spécialité avec qui vous allez travailler avec tout le monde. Toutes les spécialités, sans aucune exception, vont travailler avec vous. Mais les patients, vous allez les recevoir, ils vont être orientés vers vous. C'est très rare qu'un patient vienne vers vous directement, sauf si c'est pour un bilan de contrôle. Donc déjà, le radiologue, c'est quelqu'un qui va travailler avec les autres. Il ne va pas travailler pour soi-même. C'est très important de connaître son métier, de connaître son rôle. Donc notre rôle principal, c'est d'aider les patients et d'aider nos confrères pour avancer dans leur planification de la chirurgicale, pour élaborer un traitement. Donc tout ça, c'est très important de connaître. Alors, les techniques d'imagerie médicale comprennent la radiographie standard, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique,
magnétique, l'échographie, la scintigraphie et la tomographie par émission de positons. Chaque technique a ses avantages et ses limites et peut être utilisée pour évaluer différents types de structures et de maladies. Les techniques d'imagerie médicale comprennent la radiographie, on a déjà vu tout ça. Donc on va essayer un peu de parler de chaque appareil ou de chaque technique différemment, brièvement, parce que ça c'est une petite introduction que j'ai faite. Et comme il y aura beaucoup de questions, donc on peut avoir le temps de revoir tout ça. Donc pour ce qui est par radiographie standard, j'ai évité de trop parler des détails et tout, c'est pas très intéressant, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, donc on va laisser ça pour plus tard. Mais on va avoir une idée générale de ce que des appareils qu'on utilise. Donc la radiographie standard utilise des rayons X. Ces derniers traversent le corps humain et sont plus ou moins absorbés par les tissus en fonction de leur densité. Ils impriment un film photographique placé à l'opposé du patient, tel une pellicule photo. Il est possible de falsifier certaines structures sur cet appareil ici par situation en injectant un produit photographique au parcours X, qui est généralement plus. On parle par exemple d'angiographie quand il s'agit de visualiser les vaisseaux sanguins selon ce principe, ou encore de coronarographie pour les artères coronaires. Donc ici vous avez une petite illustration qui peut illustrer ce qu'on est en train de dire. Donc, vous avez ici vous avez ici une table dont je vais standard. Ici c'est le facteur contre lequel on met le patient afin on va tirer ces rayons X et c'est ce capteur-là qui va les réceptionner pour émettre l'image. Donc maintenant on va passer au deuxième examen. On va dire que c'est le plus utilisé et le plus répandu. Donc l'échographie est une technique d'imagerie médicale qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour produire des images en temps réel de l'intérieur du corps. Lors d'un examen d'échographie, un gel est appliqué sur la peau, puis une sonde électrique d'ondes sonores est déplacée sur la peau dans la région à examiner. Les ondes sonores sont réfléchies par les tissus du corps et sont ensuite captées par la sonde, qui les transforme en images sur un écran d'ordinateur. L'échographie est considérée comme une méthode d'imagerie sûre car elle n'utilise pas de rayonnement ionisant. Elle peut également être utilisée pour guider les procédures invasives telles que les biopsies et les aspirations en temps réel. Donc, le grand avantage de l'échographie, c'est qu'elle est disponible. Elle en manque beaucoup. Elle peut être utilisée à n'importe quel moment. Elle n'émet pas de rayons X, donc on peut l'utiliser chez les femmes enceintes, on peut l'utiliser chez n'importe qui. Elle a l'avantage d'être disponible. Et plus on a une dynamique et encore réelle de ce qu'on voit. Contrairement à l'image d'un coup qu'on va voir plus tard. Si vous avez un échographe, une position comment on pas, donc ici c'est l'écran, nous avons ces sondes, chaque sonde a son utilité. Il y a des sondes qui sont profondes, pour explorer des organes qui sont profondément dans la cavité abdominale par exemple. Vous avez aussi des sondes très superficielles, pour explorer tout ce qui est superficiel à la général. Ça c'est pour le principe général. Pour ce que j'ai dit concernant le gel, c'est juste pour créer une interface pour que les ondes puissent passer. Ça, c'est un peu technique, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Après, nous avons la tomodensitométrie, communément appelée le scanner. Donc, la tomodensitométrie TDM, c'est une technique d'imagerie médicale qui utilise des rayons X, une intensité à la radiographie, sauf que celle-ci, lors de l'examen, il y a un tube à rayon X qui tourne autour du corps du patient, et il va prendre des images. Ces images en 2D vont être reconstruites en images 3D grâce à des outils informatiques avancés. C'est pour ça que c'est un peu une évolution naturelle de la radiographie standard. Donc la TTM est considérée comme une technique d'imagerie médicale très précise et est souvent utilisée comme méthode de référence pour diagnostiquer de nombreuses maladies. Elle est rapide, non invasive et peut fournir des images en détail de l'intérieur du corps en quelques minutes. Cependant, comme il s'agit d'une technique d'imagerie basée sur les rayons X, il est important de minimiser l'exposition au rayonnement, en particulier chez les patients qui doivent subir plusieurs examens de TD. Ici, nous avons fait une machine, à peu près la même que nous avons acquérir au CRJ. Donc, pour faire un scannage, généralement, on va installer les patients sur cette table que vous voyez ici. Généralement, l'examen ne dure pas plus de 2-3 minutes. C'est assez rapide, juste pour. Maintenant, on va passer à l'imagerie par résonance magnétique.
communément appelée IRM. Donc, c'est une technique d'imagerie médicale qui entre en Europe ne se base pas sur les rayons X, mais elle va se baser sur les champs magnétiques et des ondes pour produire des images détaillées de tout le corps. Lors d'un examen IRM, le patient est placé à l'intérieur d'un tunnel en forme de tube qui crée un champ magnétique autour de lui. Ces domaines de prédilection sont le cerveau, les maladies du foie, les maladies des articulations et le pubis féminin. Pour ne citer que ça. Parce que maintenant, l'IRM, c'est répondu à toutes les pathologies. Très développé, on peut l'utiliser dans n'importe quel truc. Il y a beaucoup d'avancées technologiques dans l'IRM, il y a beaucoup de nouvelles séquences, il y a beaucoup de nouvelles applications. Si on s'étale ici, on pourrait prendre des heures à parler juste de la pratique de l'IRM au jour d'aujourd'hui. Donc, contrairement à l'ADN, l'IRM n'utilise pas de rayon X, ce qui la rend plus dure pour certains patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants. Cependant, l'IRM peut prendre plus de temps que l'ADN et certains patients peuvent ressentir de l'anxiété ou de la claustrophobie lorsqu'ils sont placés à l'intérieur du stand. Donc, ici nous avons illustré une machine IRM. Donc maintenant, nous avons à peu près une petite revue de ce qu'on utilise en imagerie médicale. Ça, c'est pour présenter un peu ce qu'on fait dans le quotidien. L'évolution de la radiologie est passée progressivement d'une spécialité du diagnostic à une spécialité d'intervention. Donc, on a maintenant le côté interventionnel qui est très important, qui se développe quand même souvent dès ces dernières années. Donc, la radiologie interventionnelle est une spécialité médicale qui utilise des techniques d'imagerie médicale pour guider les procédures médicales. Cette discipline implique l'utilisation de techniques mini-invasives. J'ai très bien fait de souligner ça en vous pour vous expliquer l'importance de ce nouveau volet de cette spécialité. Donc, pour diagnostiquer et traiter les maladies et les affections. Les radiologues interventionnels utilisent des techniques d'imagerie telles que la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique et l'échographie pour visualiser les organes, les tissus, les vaisseaux sanguins et d'autres structures internes du corps. En utilisant ces images en temps réel, ils peuvent guider notre humain, c'est flexible, à travers les vaisseaux sanguins ou les autres voies d'accès pour atteindre les zones ciblées. Donc, la radiologie interventionnelle peut être utilisée pour traiter une variété de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, du rein, les malades, seuls reproducteurs féminins. Ces procédures en radiologie interventionnelle comprennent la thrombectomie, la nucléomobilisation, la prolongographie percutionnée, la biopsie, l'ablation et la pose de carence. Bon, on va tout à fait remettre. Chez nous, on n'a pas encore le matériel, bien le matériel n'est pas les compétences pour réaliser tout ça. Mais on commence quand même à avancer petit à petit pour faire pas mal de choses. Donc, ce volet de radiologie interventionnelle commence à prendre une place centrale de la spécialité, parce que c'est quelque chose qui aide aujourd'hui énormément les autres spécialités. Des fois, nous avons des malades en post-opératoire qui présentent des petites collections. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment, qui ne requiert pas de chirurgie. Au lieu de mobiliser tout un bloc de chirurgie et tout le matériel avec, donc on peut faire ça d'une manière mini-invasive, ça prend moins de temps, ça ne fait pas de complications et ça aide énormément le malade. Donc ces avantages sont des temps de récupération plus rapides, des complications moins fréquentes, une hospitalisation plus courte et une diminution de coûts par rapport aux procédures chirurgicales traditionnelles. Les risques liés à la radiologie interventionnelle sont relativement faibles, tels que des complications de saignement, d'infection. Généralement, c'est très rare qu'on ait de grosses complications lors de gestes d'imagerie interventionnelle, pourvu qu'il soit bien fait. Donc, pour résumer le tout, la radiologie interventionnelle est une spécialité médicale qui utilise des techniques d'imagerie pour guider des instruments minces et flexibles à travers les récepteurs et les autres pour atteindre des zones ciblées. Donc, à peu près, nous avons terminé avec la revue des principales techniques, des principaux appareils qu'on utilise au quotidien dans notre spécialité. Et maintenant, nous allons laisser place aux questions qui ont été préparées un peu pour illustrer de manière un peu moins académique ce que tout le monde fait chaque année. Et ça, je pense que ça se répète depuis, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans ou plus. Chaque année, c'est la même chose, des lauréats
il vient, il pose des questions, et je trouve que c'est une excellente idée de la part de ce club d'avoir fait ça à l'avance, comme ça les gens au moins ont une idée claire de ce qu'ils pourront plus ou moins faire ou ce qu'ils pourront aimer. Et voilà, maintenant on va passer à la rubrique des questions et on verra ce que tout le monde a à dire et comme question. Moi, je préfère me toucher à aucune question pour être tout à fait honnête, parce que c'est des questions qui sont vraiment des fois qui illustrent vraiment la réalité de la chose. Donc, on va essayer de commencer. Donc, pourquoi j'ai fait radiologie? Alors, personnellement, là, je vais parler un moment. Donc, ça a été un choix un peu naturel pour moi. J'ai toujours été passionné de faire une informatique depuis que je suis tout petit. Et faire radiologie a été un choix vraiment très très naturel. D'ailleurs, ça m'a paru un peu bizarre, mais je suis l'un des rares candidats à n'avoir jamais fait la tournée des services et à n'avoir rien demandé. Quand j'ai eu mon résidence, je savais à peu près que je pouvais faire radiologie, donc directement j'ai choisi radiologie, je n'ai même pas demandé. Je connaissais déjà ce qu'ils faisaient, j'avais des amis là-bas, mais j'ai directement fait radiologie, pour être tout à fait honnête. Sinon, pour les autres, je pense que c'est une spécialité qui est très prisée. C'est une spécialité où il y a beaucoup de travail, beaucoup de monde. Ce n'est pas une spécialité qui est facile, une spécialité de repos, on peut bien d'accord. Mais c'est une spécialité qui est très très plaisante et qui est très prisée par la vie. On verra au fur et à mesure pour faire ça. Un contre concours. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, il faut d'abord savoir une chose. La radiologie est une spécialité où on ouvre généralement beaucoup de postes. 20 postes, ce n'est pas très commun, c'est les dernières années. Je pense qu'il y a eu la première fois où il y a eu 20 postes, c'était en 2017, et cette année aussi. Donc, généralement, c'est 12 postes. Plus, généralement, on a des détachés, et surtout derrière. Il faut savoir que la radiologie, il y a les services formateurs au niveau de l'État algérien, c'est Constantine et Anatole. Donc, il n'y en a pas plus. Donc, généralement, c'est 12 postes. 20 postes, c'est énorme. C'est beaucoup de postes, certes. Je suis d'accord, je ne suis pas très d'accord sur le nombre de postes. C'est vrai que nous avons besoin de beaucoup de radiologues pour combler le monde qu'il y a en Algérie. Mais au niveau du service, c'est vrai que ça fait un peu trop de monde. Si chaque année on fait 20 postes, donc à peu près 5 militaires et 15 CHU, donc au bout de 4 ans, nous avons 60 résidents. C'est pas évident de pouvoir gérer 60 résidents, c'est pas sûr que tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça, c'est pour être tout à fait honnête. Comment est l'ambiance dans votre service? C'est une très bonne question. Donc, je dirais, pour illustrer un peu ça, je dirais que l'ambiance est amicale. Donc, en radiologie, donc, le tabou a été brisé depuis longtemps. Nous avons des relations amicales, nous n'avons pas trop cette relation hiérarchique. Je dirais qu'il y a dans d'autres spécialités. Généralement, on est dans une ambiance amicale, parce qu'on fait surtout quand on interprète de l'imagerie en groupe, à savoir le panel et l'IALA. Donc c'est une spécialité, généralement on discute beaucoup ensemble, on peut parler, donc il y a une ambiance très très amicale au sein de nos jours. On n'a pas trop le côté, bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un respect entre les aînés et les juniors, tout à fait normal. Mais l'ambiance elle est plutôt amicale et agréable. On suscite un résident en radiologie. Ça, c'est une question qui me fait sourire. Alors, nous n'avons pas un plus grand, mais des plus grands soucis. Alors, la première des choses, c'est de tomber sur la noce romantique, ou d'être piégé devant un dossier qui est très complexe. De ne pas savoir par où commencer, ni comment faire, ni vers qui s'orienter. Ça, c'est un problème. La radiologie est une spécialité un peu à part, dans un sens où on a cette chance et cette malchance de pouvoir différer un examen. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire c'est de prendre cet examen, par exemple, on va faire un scanner, on ne va pas l'interpréter sur place, on va le prendre avec nous à la maison, on va un peu faire une revue de la littérature et pouvoir faire le compte. Donc, souvent, très très souvent, vous n'allez pas finir votre travail à service, vous allez emmener avec vous, ce qui fait que ça va remplir tout le temps sur votre temps à la main. Vous n'allez pas vous reposer, vous allez tout le temps avoir des dossiers avec
avec vous pour pouvoir les interpréter et les sortir d'une manière correcte, afin de bien faire notre travail. Donc c'est ça, je vous dirais, le plus grand souci. Bien sûr, deuxième chose, vous avez le problème de matériel. Quand on matériel, quand on parle, c'est la galère pour tout. Le quotidien d'un résident radiologue au CH. Donc, actuellement, depuis quelques années, je pense depuis 3-4 ans au service, on travaille avec des systèmes de vacation. Ça veut dire que chaque 15 jours, nous sommes affectés à une salle. Nous avons 5 salles, nous avons l'échographie, une salle d'échographie, une salle de mammographie, une salle de Doppler, une salle de scanner, une salle d'IRA. Donc chaque 15 jours, on fait des rotations. Vous êtes affecté toute la semaine, disons les 2 semaines, au niveau de cette salle, et vous ne faites que ça. Donc ça vous permet un peu de prendre vos marques dans cette salle-là et de peaufiner un peu ce que vous avez vu et ce que vous avez à faire. Quelle est la spécialité qui dépend le plus de l'imagerie médicale? En fait, il n'y en a pas une, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Je dirais les principales spécialités avec lesquelles on travaille. Donc, on travaille beaucoup avec la chirurgie, énormément. En travaillant en étroite collaboration, surtout quand c'est des maladies lourdes ou c'est pluridisciplinaire. Donc, ça, c'est très important. On travaille beaucoup avec la neurologie. On travaille beaucoup avec les orthopédistes et la traumatologie. Ça, c'est vraiment les principales indications. Mais sinon, je dirais toutes les spécialités travaillent avec. Il n'y en a pas une qui ne travaille pas avec. Matériel. Donc, pour ceux qui auront la chance, Inch'Allah, de faire de la radiologie, vous êtes un peu tranquille pour les prochaines années, parce que le CHU vient d'acquérir quand même de très bonnes machines. Le service sera très très bien équipé pour les 4-5 prochaines années. Actuellement, ce n'est pas encore fonctionnel, mais ça ne devrait pas trop tarder à l'être. Nous avons 2 scanners, dont un de nouvelle génération en 64 par là. Il est très bien. Nous venons d'acquérir une nouvelle machine IRM, ce qui fait qu'on en a 2 aussi. Et nous venons d'acquérir 6 échographes en plus des 3 qu'il y a auparavant. Ce qui fait que nous avons à peu près. Nous avons 10 échographes très performants de dernière génération et un d'ancienne génération. On peut encore l'utiliser, mais donc, côté matériel, vous êtes assez fournis. Vous êtes très bien fournis, donc pour ceux qui auront la chance de faire, je ne vous inquiétez pas pour ça. Sinon, côté matériel en général, c'est vrai qu'on est très dépendant du matériel. On ne pourra jamais travailler sans matériel. On a une spécialité qui est le matériel des fonds. Je travaille avec l'université. Bon, alors, pour être plus Internet, ça dépend de ce que chacun veut. Si quelqu'un aime bien enseigner, aime bien voir des choses complexes, c'est pas mal que les histoires. Alors, pour être tout à fait vrai, tout le monde le sait, ce que vous verrez au CHU, vous ne le verrez jamais, vous ne verrez pas un dixième, voire plus, de ce que vous verrez au CHU. Spécialisé au CHU, on a des pathologies qui sont très lourdes. On voit des choses qui sont très complexes, qu'on ne verra pas au cours. On ne verra pas au cours. Vous avez, vous ici aujourd'hui, Dr. Kitchel, qui a l'habitude de procéder à des interventions très très difficiles, très compliquées. C'est des choses que vous pouvez discuter avec vous aujourd'hui au CHU, dans un comité de réunion pluridisciplinaire, que vous ne ferez jamais au cours. Jamais. Donc, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous voulez progresser, c'est au CHU qu'il faut rester. Je ne dis pas que prier, c'est pas bien, c'est aussi bien, ça a ses avantages, mais en tant que, on va dire, scientifiquement, vous progressez beaucoup plus au CHU quand on vous donne les moyens de travailler. J'insiste sur ça aussi. Parce que c'est pas évident de rester au CHU, de rester les parcours. Imaginez médicale, Algérie versus cette France. Donc, bon, alors ici, nous avons un problème de matériel, je dirais. Ce n'est pas une question de compétence. Alors, l'imagerie médicale, d'abord, je voulais vous dire un peu, c'est une spécialité qui dépend beaucoup de vous, qui ne dépend pas
sur Internet maintenant, vous pouvez voir tous les examens, absolument tout, sur Internet. Vous pouvez vous former tout seul. Ça dépend de vous et des sacrifices que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Après, Algérie versus étranger, il y a beaucoup de gens qui partent, surtout en Allemagne et en France. Surtout l'Allemagne, ils ont beaucoup de matériel. Ils sont très avancés. Ils sont même beaucoup plus avancés que la France en question de matériel. Ils sont très avancés. Après, tous ceux qui partent ici réussissent. Parce que, je vais être honnête avec vous, je vais dire, d'argent, comme ça vous moins, malgré que vous subissez, que vous vivez ici, il est porteur. Il est très porteur. Le fait de galérer à chaque fois avec un dossier, avec une pathologie, à chaque fois d'aller voir des revues, des posters, tout ça, ça va créer en vous un automatisme où à chaque fois que vous êtes bloqué, vous êtes devant une pathologie, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous devant un dossier, vous ne savez pas par quel côté l'aborder, donc vous avez cette esprit d'aller chercher par vous-même. C'est pas comme ce outil, c'est honnête. Donc vous portez à l'étranger, vous n'avez pas ça. Vous avez tout à disposition. Donc vous êtes coincé quand vous allez chez le référent directement vous avez. C'est une progression facile, mais qui n'est pas forcément la même. Donc pour ceux qui comptent partir, vous n'aurez pas beaucoup de soucis, donc je suis certain que vous vérifierez. Mais on ne va pas se mentir, il y a énormément de choses qui diffèrent entre l'Algérie et l'étranger, c'est surtout le matériel. Dehors des compétences, des référents, c'est plus structuré, c'est beaucoup plus structuré. Donc la pathologie interventionnelle, nous sommes. Aujourd'hui, ça prend. On va dire qu'on est assez bien avancé, on n'est pas au top du top, mais on est assez bien avancé. Et à chaque fois que des radiologues français viennent chez nous, je parle, pour des conférences, ils sont assez étonnés par ce qu'on fait déjà. Non, faites ceci, faites cela. Si vous avez plus de matériel, quand même, vous serez très avancé. Malheureusement, on n'a pas encore fait l'acquisition de tables, photographies et tout ça, pour pouvoir faire plus de choses. Mais aujourd'hui, au service, généralement, on fait les biopsies, c'est beaucoup de biopsies. Nous faisons aussi des drainages. Nous avons aussi notre médecin-chef qui fait un truc qui est très compliqué, qui se fait en quelques endroits, carrément. C'est un peu complexe, la dilatation des fistules artério-veineuses pour les fibres qui sont dialysées. C'est d'un apport incommensurable. C'est impressionnant le service qu'il rend aux patients. Très impressionnant. C'est vraiment, il faut le voir pour le voir. Il est en train de prolonger la durée de vie de certains patients de plusieurs années. Parce que des fois, quand les patients mondialisés n'ont plus d'abord, on n'a plus quoi faire. Alors lui, au lieu de gâcher un abord, à chaque fois, il essaie de dilater pour prolonger sa vie. Du coup, quand on a plusieurs abords, on va dilater plusieurs fois. Donc c'est une espérance de vie de plusieurs années qu'on est en train de faire gagner aux patients. Ça, c'est très important. Autre chose, donc au niveau de notre service, nous avons une journée d'interventionnelle au niveau de la scintigraphie, au niveau de la salle de mammographie. Donc c'est chaque mardi. Donc à peu près, on va dire que nous avons 2 journées d'interventionnelles par mois. Ce qui est peu, je vous le confirme. Et on va essayer d'améliorer les choses chez le futur pour carrément essayer de faire une salle dédiée pour ça. Voire carrément, moi, si j'avais une suggestion à faire pour cette spécialité, c'est de rajouter une année carrément, on fait 6 mois d'intervention. Carrément. Les sous-spécialités. Aujourd'hui, on est un peu en retard par rapport au monde entier parce qu'il n'y a plus de pays comme nous qui font de la radiologie générale. En fait, la radiologie, j'aime toujours dire ça, c'est une médecine dans la médecine. En fait, vous avez la médecine et vous avez l'imagerie dans la médecine. Vous avez pas une deuxième médecine, c'est très simple. Donc, c'est obligatoire de faire des sous-spécialités. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Déjà, maîtriser une spécialité, c'est difficile. Maîtriser une sous-spécialité, c'est très complexe. Vous imaginez une médecine par radiologie, c'est impossible. Donc,
Maintenant, en France, par exemple, moi, pour citer quelqu'un, c'est très clair. Vous êtes neuroradiologue. Il y a la Société française de neuroradiologie. Vous allez chez lui, vous dites comme ça, j'insiste à plusieurs fois à des conférences, vous dites je connais toutes les urgences, je sais interpréter n'importe quelle urgence radiologique, mais si vous me ramenez un thorax, je n'interprète pas. Je fais de la neuroradiologie. J'interprète la voix et la moelle. C'est tout. Pas plus. Donc, la sous-spécialité, elle est impérative. Il faut qu'on fasse ce bon en avant. Il faut qu'on ait des référents dans des sous-spécialités. Il faut qu'on ait des sous-spécialistes pour vraiment créer une avancée majeure dans la prise en charge des patients et surtout le diagnostic des malades. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, en radiologie, ce qui est rare dans nos cours, donc c'est pas du tout rare en radiologie. Vous verrez tout est rareté. Vous pouvez tomber dessus, et quand vous faites la radiologie générale, la rareté ne vous intéresse pas. Donc vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Donc la rareté, elle est moins rare en radio. Voilà. C'est des choses que je veux pas passer. Faites-vous des gardes combien par an? Alors là, c'est une question qui est un peu drôle, parce que bon, vu le nombre de résidents qu'on a, quand vous avez 20 résidents, donc ils ne vont pas faire du tout beaucoup de gardes. Donc on va dire, à peu près cette année, ils sont 15, donc le système de garde en radiologie est très simple. Donc nous avons des gardes, chaque année, il y a pour chaque année, il y a un nombre qui est de garde. Par exemple, A1, A2, A3, donc vous avez des gardes A4, juste un système. Donc c'est très simple, donc si vous êtes 15, vous allez faire 2 gardes par an. Ce qui n'est pas beaucoup. Après, les gardes, le système de garde, comment il est, il ne faut pas croire que la garde de radiologie, c'est une garde pépère où on ne va rien faire, où on va rester les bras croisés. Pas du tout. Vous pouvez faire des gardes où vous allez rester debout jusqu'à 8 h du matin. C'est très simple. Quiconque, dans l'hôpital, ne va pas dormir, il va vous embarquer dans son aventure. Si le chirurgien, il a une occlusion à 3 h du matin, il va vous appeler. Si l'orthopédiste, il a une urgence à 5 h du matin, il va vous appeler. Si le neurologue, il a une urgence, il va vous appeler. Donc tout le monde peut vous appeler à n'importe quelle heure. Ça veut dire que quiconque dans l'hôpital a une urgence, il va vous embarquer dans cette urgence. Donc ça, c'est très simple. Les gardes sont très chargés, ne sont pas simples à gérer, de façon très complète, quand vous aurez beaucoup de patients, quand vous aurez beaucoup de mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est bien de faire beaucoup de gardes, vous apprendrez beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup de gardes en radiologie. La garde, par contre, elle est un peu à changer. Qu'est-ce qui est difficile en imagerie médicale? Très bonne question. Donc, qu'est-ce qui est difficile en imagerie médicale? Je pense que je viens de redire un peu, mais c'est fait de tomber sur des dossiers complexes et de jamais s'arrêter d'étudier. Jamais. Si vous faites radiologie, vous comptez à dire c'est bon, je suis radiologue, maintenant, c'est fini les études, au contraire. Vous allez commencer vos études. C'est à ce moment que vous allez commencer vos études médicales. La radiologie, c'est une spécialité où les études sont finies jamais. Quel que soit votre niveau, vous tomberez toujours sur quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous ne connaissez pas ou quelque chose que vous ne maîtrisez pas assez bien. Donc à chaque fois, vous allez être obligé de retirer des posters, des vidéos, à chaque fois. Et ça s'arrête jamais. Je vous dis, je mets l'accent là-dessus, parce que beaucoup de gens qui viennent faire cette spécialité ne connaissent pas ce point, ne connaissent pas ce détail, et ils regrettent un peu ça, parce qu'à côté, c'est beaucoup de sacrifices. La vie personnelle, ça détermine beaucoup sur votre vie personnelle. Je vous dis, je suis honnête avec vous, c'est une spécialité qui demande beaucoup d'efforts. Pour être grand, on est d'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voulez vraiment avancer et percer dans votre spécialité, vous devez vous sacrifier. Ça, c'est une certitude. C'est ce qui est le plus difficile. Voilà. DMS. Je vais laisser cette question, c'est pas une question qui est pertinente. Peut-être qu'il y en a, en fait, le plus de celle-là. On vient de passer un DMS. Le DMS, c'est un examen qu'on devrait vraiment reformer de bout en bout, et l'examen de passage de première année et du DMS. Maintenant, on est en 2023, je pense que c'est le moment un peu d'avancer et de changer les choses. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, ceux qui sont dans la post-graduation. L'ancienne méthode, ça ne le fait plus. Avant, on avait des clichés standards qu'on interprétait, qu'on pouvait interpréter sur conscience. Maintenant, aujourd'hui, en fait, notre travail quotidien, c'est d'interpréter des scanners et des filiales. Je ne vois pas pourquoi on fait des examens sur des clichés standards. Parce qu'on nous met.
met les diapos, on met les images, des coupes scanographiques ou des coupes d'IRM, et on interprète. Honnêtement, de 1, ça fait le diagnostic, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille, et c'est pas une méthode qui est vraiment évaluative. Donc selon moi, ça c'est mon humble avis, il faudrait le faire. On va faire vraiment général concernant les examens de fin d'études médicales. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point. Radiologue déploiement, je laisse m'intéresser. Donc, brièvement, on va répondre à cette question. Donc, en radiologie, bon, c'est bien d'avoir des aînés qui vous forment, qui vous donnent des trucs. Mais je vous dis honnêtement, et ça dépend de toutes les spécialités, la formation dépend de vous. Elle dépend entièrement de vous. Si vous faites les efforts nécessaires, si vous étudiez, si vous vraiment faites les choses à fond, vous allez être bon. Vous pouvez avoir les meilleurs spécialistes avec vous, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, vous ne serez pas bon. Et vous pouvez avoir un service vraiment où rien ne fonctionne et vous pouvez quand même vous en sortir. Donc ça dépend de vous. Donc sur matériel, ça dépend de l'administration, si vous voulez vous réparer les choses ou pas. Comment définissez-vous un radiologue compétent? Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas comment évaluer un radiologue s'il est compétent ou pas, mais je pense que le meilleur, c'est de donner le maximum pour chaque patient. Vous allez vous tromper à coup sûr, vous allez faire des erreurs, ça c'est pas très important. Mais l'essentiel, c'est que vous mettez le soir au lit, vous dites que j'ai essayé de faire le maximum pour ce patient. J'ai donné du mieux que j'ai pu. J'ai essayé, j'ai lu ce que la littérature dit, j'ai lu des posters, j'ai lu des vidéos, et j'ai sorti mon compte rendu. Donc j'ai donné le maximum pour ce patient. Il se pourrait que quelqu'un d'autre donne plus que moi, parce qu'il y a plus d'expérience, parce qu'il a donné sa confiance. Mais ça, si vous faites chaque patient avec cette mentalité, vous irez très loin. Parce que c'est ça qui va définir votre attitude. C'est comment être face au patient. Donc, si vous donnez le meilleur de vous-même devant chaque patient, vous battez pas vos dossiers, vous serez très bon. Mais vous serez un radiologue compétent. Donc ça c'est le petit avis sur la question. Qu'est-ce qui est le plus important à une machine? Encore une fois, c'est beaucoup d'études derrière. Vous devez parfaitement connaître votre anatomie. Donc les 2 premières années, personne n'a fait ça, tout le monde je pense. Le module pardon que tout le monde déteste, vous allez vous le retaper de fond en comble. Vous allez faire beaucoup. Donc c'est pas l'anatomie très précise avec le vaisseau, comment il chemine en bas à droite, en avant, en arrière. C'est un peu moins que ça, mais vous devez connaître une très bonne anatomie et une très bonne anatomie. Ce qui n'est pas vraiment la même chose, on est bien d'accord. L'anatomie normale et l'anatomie sur l'imagerie en couple, elle diffère un peu, et c'est très important. C'est pas aussi parlant que vous le pensez. Vous prendrez du plaisir à connaître le corps humain sur l'image. Et ça vous aidera énormément. Si vous étiez par la gauche, vous pourriez être oui. Alors directement, si j'avais pas fait radio, j'aurais fait ophtalmo. C'est une spécialité que j'aime, que j'adore. J'ai toujours aimé. Si j'avais pas fait radio, j'aurais fait ophtalmo. Donc, est-ce que vous avez regretté ce choix? Alors, bon, pour être franc, c'est très rare qu'un radiologue regrette son choix. Par contre, je vais vous raconter une petite anecdote qui est un peu une fois. Je pense que c'est mon 2e jour en radiologie. Et justement, c'est pour vous dire que ce que vous pensez être rare n'est pas du tout rare en radiologie. On était rentrés, on était bon, ça n'avait même pas à voyager, on ne connaît rien. En fait, quand vous rentrez en radiologie, généralement, vous êtes bien placé. Donc vous rentrez un peu le torse complet dans le service, vous connaissez pas mal de choses, vous maîtrisez pas mal de choses. Alors vous rentrez, généralement, quand vous êtes au statut d'interne, vous êtes au celui d'externe. Vous voyez, mais vous ne savez absolument rien du tout. Vous ne savez pas le déroulé des examens, vous ne savez pas interpréter des images. Quand vous montre une chose, on dit regardez, ça c'est le pancréas, vous ne le voyez même pas. C'est pas en fait, après vous vous sentez, qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. J'ai fait 7 ans de médecine, je suis bien classé au résident, et je comprends rien. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et après, quand vous assistez au cours, surtout si c'est des cours un peu avancés, moi je me souviens je suis rentré, c'était le premier cours auquel j'assistais, c'était l'imagerie des pharmacomatoses. Bon. Commencer
commencé à sortir des noms parfums, maladie de Copenhague, je ne sais pas quoi. C'est quoi, ça fait 7 ans que j'ai révisé une année, je connais presque toutes les maladies des systèmes, mais après vous vous rendez compte que voilà, c'est pas tout à fait ça. Donc vous avez la pathologie générale, mais vous avez la pathologie de chaque spécialité qui est un peu rare et qui n'est pas si rare. Vous serez confronté à pas mal de choses, et c'est un peu ce qui est déprimant au début en pratique. Sinon, après, quand vous êtes lancé dans votre spécialité, vous n'allez pas du tout regretter ce que vous avez fait. C'est là que je suis d'avoir des problèmes. Alors, bon, là, on va essayer d'être très bref parce que le problème est très complexe. En fait, déjà, nous avons un problème. La charge au CHU, elle est monstrueuse. Le CHU a beaucoup de malades. Vous avez les malades hospitalisés et vous avez les malades externes. Tout le monde en Algérie veut faire un scanner, alors là, il n'y a rien, je vous en parle même pas. Tout le monde a quelque chose. Si vous commencez à programmer tout le monde, vous ne pouvez pas, je vais dire, au mieux, nous avons un seul scanner. Actuellement, on travaille avec le deuxième n'est pas encore fonctionnel. Nous fonctionnons avec un seul scanner. Nous devons gérer les urgences, qui sont quotidiennes, qui sont très nombreuses. Nous devons gérer les malades, tous les conseillers de malades du programme. Et en dernier lieu, nous avons des demandes externes pour des pathologies fortes. Bon, à peu près, on travaille en sur 24 heures, on fait 50 à 60 scanners. Et nous avons à peu près des rendez-vous qui s'étalent sur 3 à 4 mois. Pour pouvoir raccourcir le délai des rendez-vous, nous avons besoin de plus d'équipements, d'une meilleure répartition, d'une meilleure gestion. Parce qu'après, dans le service, à l'intérieur du service, il y a beaucoup de dysfonctionnements. On va pas PC, on va pas secrétaire, on va pas policier d'utilité, on va pas 36 000 choses. À chaque fois que vous êtes à un truc, vous allez être très retardé pour ça. Et ça, c'est la différence majeure avec le privé. Au privé, le médecin ne fait que son boulot. Il ne fait que son boulot. Il vient et il interprète le compte rendu, il va rétablir le secrétaire, le manipulateur, il fait quoi le boulot, les partenaires qui sont disponibles. Vous n'avez pas de temps à perdre. On vous exploite au maximum. On exploite vos compétences. Ce n'est pas le cas au niveau de l'interCHU, malheureusement, donc il faut voir beaucoup de choses. En relation avec les patients, combien sur plus. Alors là, vous avez deux volets. Vous avez le volet échographie, avec lequel vous êtes en contact direct avec le patient. Il faut d'abord savoir une chose qu'en radiologie, c'est pas vrai que vous ne faites pas de clinique, vous connaissez très très bien la clinique, parce que vous ne pouvez pas faire un examen sans connaître la clinique. Quand on fait de la radiologie, quand on fait un examen, on ne va pas rechercher tout bêtement. On est en train de cibler une région. Vous parlez avec votre confrère, il va vous expliquer ce qu'il suspecte, et vous allez faire un examen général, mais détaillé sur la région qu'il suspecte. C'est ça. Vous connaissez très bien votre clinique, vous pouvez discuter avec n'importe quel médecin, vous pouvez discuter avec tous vos confrères sur les maladies, parce que vous connaissez très bien votre clinique pour pouvoir interpréter vos examens. Bon, quand vous faites l'imagerie en couple, c'est plus rare généralement, des fois, quand on fait des scanners, on a besoin de revoir le patient sur l'échographie, donc là, on a un peu en contact avec lui, mais sinon, quand vous faites l'imagerie en couple, scanner régulièrement, vous n'avez pas de contact avec le patient. Si vous pouvez améliorer votre spécialité sur le plan national, donc d'abord, première des choses, on doit réformer le système d'évaluation, ça c'est très important. Deuxième des choses, on doit instaurer au niveau de tous les CHU d'Algérie un système qu'on appelle de PACS, numérisation de l'image de l'archivage. Le PACS, c'est Picture Reading Algérie. Donc ça c'est très important. Normalement, un patient qui part vers un scanner à haut rang, après, pour X ou Y raison, il va être à Constantine, il ne va pas trimballer tout son dossier avec lui, ou normalement, on devait avoir une fiche du patient sur laquelle il y a tout dessus. L'examen qui a été fait, le traitement qu'il prend, le suivi, tout. Et en radiologie, c'est très important. Nous avons des patients qui font chaque année des scanners, un malade qui est suivi sur 5 ans. Si vous voulez reprendre le premier scanner, vous n'allez pas retrouver. Ça, c'est pas normal. Partout dans le monde, il y a un système d'archivage qui est sur plusieurs années et vous pouvez consulter à chaque moment le compte rendu, tout ce que vous voulez. Ça, c'est très très important. Bon, il y a un projet qu'on installe ça au niveau de notre CHU, mais normalement, ça devrait être sur tout le plan national un système d'archivage, pas que pour la radio, mais pour tous les malades. Chaque citoyen algérien doit avoir un identifiant de santé, on pourra consulter à distance pour pouvoir vraiment suivre le patient d'une manière concrète et sur tout le plan national. Est-il important de bien connaître les examens radiologiques qu'on apprend pendant l'externe?
Alors, pour être tout à fait honnête, pas vraiment, parce que quand vous allez quand vous rentrez en radiologie en première année, vous allez découvrir un autre monde. C'est un peu c'est un peu une spécialité qu'il n'y a pas. Donc c'est bien d'avoir des bases, c'est bien d'essayer d'apprendre, mais c'est un peu une spécialité qu'il n'y a pas. Ce que vous avez acquis durant l'externat, moi je pense surtout que c'est bien de connaître la clinique, les pathologies, parce que vous allez apprendre ça. Côté imagé, vous allez l'apprendre au service. Mais si vous avez une bonne connaissance de la clinique, ça vous aidera énormément. Et de l'anatomie. Alors, maintenant, on va aller à la partie un peu droite de mon fichier. Radio CHU faire le militaire. Bon, alors, CHU et militaires sont très complémentaires au niveau de la formation. Les militaires, ils ont une charge d'un peu de deux. Ils ont beaucoup de matériel, sauf qu'ils voient des pathologies poids. Les urgences que vous verrez au CHU, vous n'en verrez pas le 1/10 à l'hôpital militaire. Par contre, à l'hôpital militaire, vous allez beaucoup vous exercer, surtout en échographie. Ils ont 2 scanners, dans un de l'autre génération à 3 Tesla, je pense qu'il y en a 4 ou 5 en Algérie. Ils ont 3 scanners, ils ont 5 échographes, et ils ont une charge monstrueuse de patients. Donc vous avez parfaitement le temps de beaucoup peaufiner vos connaissances d'avance. Le côté pratique, vous avez beaucoup pratiqué là-bas. Habituellement, au niveau de notre service, nous faisons 2 rotations de 6 mois au niveau de l'hôpital militaire, qui sont très bénéfiques. Voilà. Sinon, si je fais un militaire, bon, je ne pourrais pas dire ça, mais ils sont vraiment complémentaires. Cosa radui modelul Conseil e quello raggiunto ulteriore du Conseil, il y a un nombre je pense donc tout ça c'est pareil. On n'est pas très à la pointe en matière de radioprotection. Certes, nous avons des dosimètres, l'étude n'est pas faite régulièrement, mais il y a très peu de cas recensés sur vraiment des radios qui ont été contactés au service. Je pense que la majorité des gens sont en bonne santé. Les nouveaux équipements, il y a beaucoup plus de protection pour les médecins. Les constructeurs, quand ils installent les machines, ils essaient de faire les choses selon les normes. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas trop, vous pouvez faire une radio tranquille. Du coup, c'est un radio juste de compte rendu va venir, l'exposition du droit des techniciens. Ça, c'est un peu. Moi, je souligne toujours l'importance qu'ont eu les manipulateurs et les agents. Il faut vite, ceux qui se tapaient les scanners, ceux qui se tapaient la véritable exposition, c'est les manipulateurs en radio. Le manipulateur en radio, c'est quelqu'un de très important dans votre organigramme. C'est votre collaborateur, première des choses. Il travaille avec vous. Il est très important parce que c'est lui qui va s'occuper de la qualité des examens. Si vous avez un bon manipulateur, il va vous faciliter beaucoup de travail. Donc, dès qu'il dit l'examen, c'est ce que vous allez faire, il va faire l'examen selon vos préférences ou selon ce que le promoteur de recommande. Donc, c'est très important de bien considérer que vous êtes une famille. Donc, il est très important de valoriser ces personnes-là. Qui dit que je dis alors, justement, j'ai exprimé cette question pour vous répondre franchement sur ce qui apporte la richesse, ce n'est pas la spécialité. C'est le fait d'être bon. Quand vous êtes bon, vous pouvez faire la spécialité la mieux rémunérée, la moins prise, vous ferez comme un dollar. Si vous voulez vous faire l'argent, ça dépend que de vous, de vos compétences. Quand vous êtes bon, tout le monde viendra vers vous. On viendra vers vous d'autres d'une autre wilaya, voire d'un autre pays. Quand vous êtes bon. Donc l'argent, c'est vraiment c'est le fruit de votre travail. C'est la conséquence de ce que vous êtes. Mais c'est jamais, ça c'est une spécialité où il y a plus de demande et tout, mais honnêtement, si vous voulez de la richesse, soyez bon. Ok. Rajouter une information chez un poisson, voilà. Pour être tout à fait honnête, toutes ces spécialités au CHU souffrent d'un problème. Le nombre d'encadrement, le cours de formation. Je ne sais pas exactement où je suis le problème au niveau de chaque établissement, mais chaque spécialité est souffre de ça. Je vous ai dit dès le départ, si vous voulez être bon, quelle que soit la spécialité que vous allez choisir, vous allez faire beaucoup d'efforts et de sacrifices pour ça. Ça, c'est très important. Donc, ça dépend que de vous. Certes, il est bien d'être dans un service que vous avez dans
encadrés, et la grosse partie du travail c'est qui avait là. Honnêtement, moi je ne vous dirais pas, je tiens à remercier tous mes aînés, mon ex-chef, mon ex-assistant, mon professeur, que ce soit depuis que j'ai commencé la médecine, j'ai été un professeur de j'ai eu plusieurs fois la chance d'assister avec une chose. C'est des gens qui nous ont appris, c'est des gens qui nous ont formés, mais je vous dis, vous pouvez le mettre à côté de vous, vous pouvez prendre votre H24, mais si vous ne faites pas les efforts nécessaires, ce n'est pas elle qui vous donnera la spécialité. C'est ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça m'en a terminé. J'espère que